après l'autre. Merci. Merci Anne. Anne Liriot, qui fait un énorme travail et fait partie de ces personnes à qui je dis régulièrement, mais appelez-moi Didier. Oui, général. Et il y en a plein comme ça, c'est bizarre. Donc, je suppose que quelques-uns d'entre vous, parce que tout le monde sait que j'habite tout près d'ici, aux côtés d'Auxerre, et me connaissent depuis fort longtemps, je suppose que quelques-uns d'entre vous se disent « il est tombé sur la tête hein, » pour se lancer à 65 ans passés dans une aventure pareille. Après une carrière militaire bien remplie, une trentaine d'opérations, et puis plein de choses dans cette vie militaire passionnante, eh bien oui, en fait, si vous voulez, la politique m'a toujours intéressé, ça c'est clair. Et au cours de ma vie professionnelle, il m'a été proposé une dizaine de fois d'entrer en politique, y compris comme suppléant, j'étais colonel, y compris comme suppléant d'un député qui était ministrable. Donc je me serais retrouvé à l'Assemblée nationale. Mais il fallait entrer dans un parti politique, ce que j'ai toujours refusé, pour deux raisons. La première, c'est plus importante pour moi, c'est que mon père me disait « nous, officiers, n'avons qu'un seul parti, c'est la France ». Et l'autre, c'est que De Gaulle disait, lui, en France, il y a des Français de gauche, des Français de droite, mais la France, elle est au-dessus. Tout ça correspondait bien, n'est-ce pas? Et moi, je refusais d'entrer dans un parti parce que déjà, j'avais compris le côté maléfique, non pas du parti lui-même, mais du système des partis. J'étais un peu fâché avec tout le monde en France, parce que je me suis quasiment fait vider de l'armée. Tout simplement, j'avais créé l'établissement public d'insertion de la défense, l'insertion des jeunes de banlieue, à la demande de Madame Alliot-Marie, très clairement. Mais je lui avais dit, écoutez, nous ne sommes que deux à en vouloir, vous et moi. Vous ne risquez rien, vous me lâchez la main, je suis mort. Elle m'a lâché la main. Donc j'ai été quasiment vidé de l'armée, je le dis très, très simplement. Hein, mais par contre, c'est une expérience fantastique, l'insertion des jeunes, fantastique. Et je peux dire là tout de suite que ces jeunes de banlieue qui aujourd'hui posent énormément de problèmes et qui vont certainement en causer beaucoup plus encore dans l'avenir, eh bien, ils ne demandaient à l'époque, parce que les temps ont passé, je ne sais pas, à l'époque, ils ne demandaient qu'une seule chose, être français. Qu'on les aime et qu'on les aide à devenir français vraiment. Ils ne demandaient que cela. Je pourrais, les larmes aux yeux, vous raconter plein d'histoires sur ce sujet. Donc, nous sommes partis avec mon épouse qui est présente, derrière M. Paul-Marie Couteau. Nous sommes partis pour un projet d'école en Afrique, passionnant. Et puis donc, moi j'avais fait une croix sur... oui, j'avais abandonné l'idée d'entrer en politique. Et puis là, n'est-ce pas, merci la Providence, est arrivé M. Hollande et Mme Taubira. Et puis, etc., M. Payon, etc. Et il s'est passé beaucoup de choses que je ne pouvais pas cautionner, et en particulier le mariage pour tous, qui est une faute politique, je ne parle pas de morale, de religion, etc., mais une faute politique lourde, majeure contre notre nation. Et pour la première fois de ma vie, j'ai manifesté, première fois de ma vie, et donc là, il s'est passé quelque chose en moi, j'ai constaté qu'un camarade aussi me dit, mais comme on dirait chez nous en Charente, ça déva. C'est-à-dire qu'on est sur une pente qui peut nous conduire vers un drame. Et très rapidement, on a commencé en France à parler de guerre civile potentielle, jusqu'à ces derniers temps, Yvan Rioufol, qui a publié un livre, La guerre civile qui vient. C'est-à-dire que la guerre civile, je connais. J'en ai vécu 4 sur le terrain. Liban, Somalie, Rwanda, Yougoslavie. Et donc, j'ai pu étudier les mécanismes de la guerre civile. Et il y a des mécanismes objectifs, bon d'accord, mais il y a aussi le mécanisme internaire. L'engrenage psychologique qui pousse vers cela. Et cet engrenage psychologique, il est en train de se mettre en place dans notre pays. Et ça, c'est absolument catastrophique. Catastrophique. Surtout avec des gouvernements comme ceux que nous avons eus depuis 40 ans, qui font quasiment tout pour, enfin, inconsciemment, j'espère, sinon ça serait très grave, qui font quasiment tout pour que la France aille mal, quoi. Donc, à ce moment-là, j'ai décidé de me lancer avec un autre camarade qui, lui, a dû me laisser en route parce que son épouse est tombée gravement malade. Donc, je me suis retrouvé seul. Donc, ça, c'était en avril 2013. Et je savais que l'affaire était lourde et grave. Il ne fallait pas s'engager à la légère.
Donc j'ai pris le temps d'écrire ce premier livre, donc avec le bandeau rouge. 1 an et demi. 1 an et demi. Et je l'ai écrit en collaboration avec une centaine de personnes, dont plusieurs sont ici. Et je les remercie. Et puis, en même temps aussi, avec mon épouse, parce que c'est une aventure qu'il faut vivre à deux. Absolument. Et pendant 1 an et demi, donc, nous avons réfléchi, puis au dernier moment, elle m'a dit, on y va. On y va. Bien. Donc, nous sommes partis, le livre a été publié. Initialement, j'envisageais, je vous raconte tout par le menu, parce que je crois que c'est intéressant. Pas uniquement pour moi. Initialement, j'envisageais tellement que ça fasse un flop, comme on dit, que j'avais prévu de publier mon livre à compte d'auteur et de le diffuser dans mes réseaux personnels. Je l'aurais vendu à 150, peut-être 250 exemplaires, et puis ça serait tombé dans l'oubli. Et puis un jeune éditeur m'a convaincu de le publier. Eh bien, nous venons d'imprimer le 11e 1000. Le 11e 1000. Sans aucune publicité de grands médias ou autre. C'est tout par le bouche à oreille, par Internet, etc. Et donc, en janvier 2015, quand ce premier livre est sorti, nous étions 4 dans la petite association France Terre d'Espérance que nous avions créée pour lancer l'affaire. Et puis, donc, devant le succès qui s'est manifesté très rapidement pour ce livre, moi j'ai commencé à prononcer des conférences, et puis des gens sont venus à moi. Je ne suis allé chercher personne. Les gens sont venus à moi, en particulier le jeune qui est ici, et puis 2 ou 3 autres qui sont dans la salle. Ils sont venus à moi, et puis maintenant nous sommes, je dirais, si je parlais en militaire, je dirais que j'ai un état-major d'une centaine de personnes, essentiellement parisiens, mais pas que parisiens, avec des gens de quelques-uns, pas assez nombreux bien entendu, mais qui pourraient être ministres, clairement, qui pourraient être ministres très clairement. Et puis donc, comme le disait Anne, nous avons des délégations départementales dans à peu près la moitié des départements, et ils s'en créent très très régulièrement, et des gens qui sont très dynamiques. Je suis étonné aussi, en circulant partout en France avec 35 ou 40 conférences, je ne sais pas, je suis étonné des réserves d'énergie qu'il y a dans notre pays. C'est absolument fantastique. Bien. Donc voilà, et puis donc nous avons aussi décidé d'aller plus loin, d'où le second livre, le projet présidentiel, qui est intitulé Le projet présidentiel, et non pas mon projet présidentiel, parce que tout simplement, nous avons décidé de travailler à peu près, comme un cabinet d'audit qui regarde la France un petit peu de l'extérieur et qui dit ça va mal pour ça, et pour sortir de l'ornière, eh bien voilà le chemin à prendre. On peut discuter à la marge sur certains points, d'accord, bien sûr, mais grosso modo, on ne pourra pas, à mon avis, redonner un avenir à la France sans passer par ce chemin-là. C'est pour ça que c'est le projet présidentiel. Et puis maintenant, donc, nous continuons, je continue, j'ai décidé de m'engager vers la campagne présidentielle. Sans avoir pour l'instant recherché aucun parrainage, j'en ai déjà entre 10 et 20, je ne sais pas exactement, et ça vient de partout. Ça vient de partout, il y a des gens qui sont non inscrits pour la plupart, mais il y a des gens, il y en a déjà 2 LR, les Républicains, et il y a 2 PS qui m'ont donné leur parrainage. Et ça continue, je crois qu'aujourd'hui, c'est quasiment chaque jour qu'il y en a un que ça intéresse vraiment, un élu, je veux dire. Voilà. Donc vous savez parfaitement que le chemin est long. Je suis parti de 0 il y a 1 an. C'est facile de progresser quand on part de 0, c'est très facile de progresser quand on part de 0. Il n'empêche que le chemin parcouru est tout à fait, pour moi, impressionnant. Et il y a une dynamique qui se confirme. Moi, je la vois se confirmer de conférence en conférence, de déplacement en déplacement. La semaine dernière, donc, nous avons fait 3 conférences, Toulouse, Valence, Clermont-Ferrand, plus 3 radios au Puy, en Velay. Eh bien, je sens toujours, si vous voulez, cette dynamique qui s'amplifie. Bon, elle s'amplifie pourquoi? Vous le savez parfaitement. La France n'est plus gouvernée. Le vrai problème de la France depuis 40 ans, c'est qu'elle n'a plus de chef à la hauteur. Elle n'a plus de chef. Nous avons des gens qui tiennent des fonctions de chef, mais qui ne sont pas à la hauteur du chef. Je suis désolé. Le grand démagogue Jacques Chirac, il savait taper sur le cul des vaches, mais à part ça, je suis désolé, il n'a pas fait grand-chose. Il a empêché qu'on aille faire la guerre en Irak, c'est très bien. Mais à part ça, je vois pas.
Pas grand-chose. François Mitterrand, qui parlait qui montait le peuple de gauche contre le peuple de droite, c'est intolérable pour un chef, surtout en France. Intolérable. Quand Nicolas Sarkozy faisait tout le travail de son Premier ministre, de ses ministres, de ses secrétaires d'État, mais pas le sien, ben voilà, ça nous a donné la guerre de Libye, ça nous a donné le viol de la souveraineté populaire par le refus du référendum de 2005. C'est intolérable. Quant à François Hollande, j'ai dit quelque part, je répète, il ressemble à un chef comme moi, à une danseuse étoile. Pardonnez-moi, je n'ai pas l'impression, franchement, de ressembler à une danseuse étoile. Et je maintiens. Ceci étant, donc notre pays en pâtit énormément, et avec le recul que me donnent mes 65 ans passés, il y en a d'autres ici, je crois pouvoir dire que tout au long de ma vie, j'ai vu la France dégringoler. Alors, ça a été la pente était relativement douce dans les années après la mort de Pompidou, après le départ de De Gaulle, mais ça a l'air de vouloir s'accélérer, et on en aboutit aujourd'hui à cette situation avec des livres qui sont publiés avec le titre « La guerre civile qui vient ». Voilà, et je crois vraiment que c'est la conséquence de ces 40 années. Et au fond de cela, ce qui est certain, c'est que si la France va mal, il ne faut pas accuser les Américains, les Juifs, les Israéliens, tout ce qu'on veut. Hein. C'est nous, c'est chez nous que ça va mal. En fait, c'est le système des partis, ce que De Gaulle appelait le système désastreux des partis, qui s'est réinstallé après son départ et qui est devenu une quasi-dictature. On ne peut plus rien faire en dehors des partis politiques aujourd'hui en France. Et il ficelle tous les jours un peu plus le système, avec en particulier ces 2 nouvelles lois qui ont été votées il y a quelque temps, là, concernant le temps de parole, et puis la publicité faite aux promesses de parrainage. Le vrai problème de notre pays, Anne, vous me direz quand j'aurai trop parlé. Allez-y, allez-y, elle est large, Anne. Le vrai problème de notre pays, il est chez nous, il n'est pas ailleurs. Il n'est pas ailleurs. Et il est là, dans le système désastreux des partis, et c'est un mal français, parce que nos rois, autrefois, ont dû lutter en permanence pour conserver leur souveraineté face aux grands féodaux. Eh bien, les grands féodaux, on en a de nouveau. Les partis politiques, alliés aux syndicats, et bien sûr à quelques grands médias. Voilà. Donc, là, il est clair que j'affronte forte partie. C'est clair. Et d'autant plus que, en face, ils ne me font pas de cadeaux. Pour l'instant, c'est l'omerta. Pour l'instant, c'est le blackout. Il y a déjà des tentatives de rachat, ou d'acheter, si vous voulez. Il y a 2 fois, il m'a été proposé, vous feriez un excellent ministre de la Défense. Je dis oui, bien sûr, je sais. Et puis une autre fois, vous seriez bien à Matignon. J'ai dit, je sais. Et je continue mon chemin, parce que le problème n'est pas d'avoir une place. Je ne suis pas du tout dans cette perspective, avoir une place. Le problème n'est pas là. C'est que je ne peux pas accepter, moi, officier français, de laisser partir mon pays en direction de la guerre civile. Comme d'autres ici, je ne sais pas, je suis allé en opération, j'ai ramené des garçons entre 4 planches, je leur dois cela. Et puis à mes enfants, petits-enfants, et puis à la France éternelle entre guillemets, et pas forcément éternelle, mais à la France de toujours. Voilà. Je leur dois cela, je m'engage vraiment comme officier, c'est-à-dire en esprit de service. En esprit de service, j'ai toujours été dans cet état d'esprit, j'étais recruté, j'étais formé pour servir, et je continue. Alors maintenant, Anne m'a demandé de passer concrètement... Combien de temps que je parle? Hein? 20 minutes. Voilà. Anne m'a demandé de passer à des points un peu plus concrets, ce que je fais volontiers. Aujourd'hui, que vous trouverez tous assez détaillés, je crois, dans ce second livre. Par exemple, pour l'économie, mais ça ne concerne pas que l'économie. Vous doutez bien que je ne suis pas un économiste spécialiste. Je sais que François Hollande l'est. Les résultats sont là. N'est-ce pas, M. Couteau? Voilà, les résultats sont là. Moi, je ne suis pas un économiste spécialiste, mais j'ai quelques idées quand même. Et ce que je crois, c'est que, par exemple, l'agriculture. Eh bien, un jour, on traite la filière porcine, le lendemain, les OGM, etc. Est-ce qu'un agriculteur ici peut me dire la politique agricole d'ensemble de notre pays? Moi, je n'en vois aucune. Il n'y a aucune politique agricole globale, comme il n'y a aucune politique
globale au sens national dans notre pays. Voilà. Eh bien, je crois que c'est ça, la première chose. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de chef capable de faire de la politique globale, puisqu'il ne pense qu'à une chose, c'est sa réélection. Et les partis politiques ne pensent qu'à prendre le pouvoir. C'est tout. Il faut les remettre à leur place, et on aura des chefs qui penseront global, première chose. Et ensuite, on nous a mis depuis des années un nombre incalculable de carcans, de lois. Vous savez ici, je le rappelle de temps en temps dans les conférences, qu'un gamin de moins de 18 ans, embauché pour cueillir des cerises, on ne peut pas le faire monter sur un escabeau. Voilà. Et par contre, dès que son heure de travail, dès qu'il a fini son travail, ben lui, il monte dans le cerisier tout seul pour aller cueillir les cerises. On marche sur la tête. Ouais, on marche sur la tête. Et ces carcans, ils sont extrêmement nombreux, et tous les chefs d'entreprise que je rencontre me le disent, les agriculteurs le disent, enfin tout le monde le dit finalement. Hein. Et ces carcans, il faut les faire sauter. Ça s'appelle libérer les énergies, en même temps que regrouper toutes les taxes. Je crois qu'il y a 150, M. Courteau nous le dirait plus facilement, il doit y avoir 150 ou 180 taxes différentes en France. Beaucoup plus encore, ben voilà, je ne suis pas arrivé au bout du compte. Hein, dont certaines ne rapportent pas de quoi payer les fonctionnaires qui les font payer, qui les recouvrent. C'est ahurissant, ahurissant. Donc là, on est devant un maquis gigantesque. Je ne vous dis pas qu'il est facile de tout réparer ça en 5 ans. Non, mais il faut prendre le chemin au moins. Au moins commencer le chemin. Je crois qu'on peut faire énormément de choses en 6 mois. Donc, pour l'économie, la grande idée, à mon avis, la grande nécessité, hein, c'est d'abord de voir, et pour tout le reste, bien sûr, mais je pense à l'économie, voir global. Il faut un État stratège. Un État stratège en économie. Un État qui libère les énergies au lieu de faire sans cesse des lois, qui brident les énergies. Et les énergies en France, c'est absolument fabuleux ce qu'on peut avoir comme énergie, dans tous les domaines. Et non seulement dans le domaine économique. Hein. Et puis donc aussi, baisser les charges. Alors baisser les charges, tout le monde en parle. Ouais, personne ne le fait. Bon, on peut le faire. Il y a des pays qui l'ont fait. La Suède, la Nouvelle-Zélande, le Canada, l'Allemagne, avec Schröder. Hein. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Parce que nous sommes dans un système clientéliste. Et dans un système qui est complètement phagocyté, complètement tenu par les partis politiques. Et qui surtout ne bouge pas. On ne va pas aller fâcher la CGT. Ah oui, on ne va pas aller fâcher les CGT. On ne va pas aller fâcher les cheminots, etc. Donc on est bloqué. Et quand quelqu'un arrive au pouvoir, il pousse les problèmes devant lui. Il pousse les problèmes devant lui le plus longtemps possible. Un exemple, vous voulez un exemple? Eh bien, je crois que le premier à nous dire qu'on avait un système de retraite qui ne tenait pas la route, c'est Michel Rocard, je crois. C'était il y a 30 ans. Et le problème des retraites n'est pas réglé. Parce qu'on ne veut pas le prendre, de front, et puis on pense à la réélection. Donc je crois qu'il faut quelqu'un qui ne pense pas à sa réélection. Moi, faire 2 mandats, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Hein. Est-ce qu'il faut se remettre les choses en place? Bien. Je voudrais parler aussi d'administration locale, c'est ça, Anne? Merci, Anne. C'est mon ange gardien. Je n'ai pas de papier, donc je me retourne vers elle. Administration locale. On nous parle tous les jours, ou presque, du millefeuille territorial français. Oui, c'est vrai. Ouais. Et cette réforme des régions, pardonnez-moi, j'ai oublié de saluer particulièrement les élus. Je les ai fait tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai peut-être oublié. Je vais peut-être ici importuner quelques élus, je ne sais pas. Mais je ne suis pas du tout certain, je suis même persuadé que la réforme territoriale qu'on nous a imposée récemment avec les régions ne va pas arranger les choses. Pour 2 raisons. Parce que le vent de l'histoire n'est pas en France n'est pas à faire des économies. Hein, on est toujours dans ce système clientéliste. Et j'ai appris par exemple que dans le Sud-Est, un président d'ancienne région n'ayant plus de poste, eh bien, on a créé pour lui un poste de vice-président. Et que donc, ça a été généralisé dans toutes les nouvelles régions. Bon, si on fait des économies en commençant comme ça, c'est pas la peine. Hein. Donc, on ne fera pas d'économies. Mais surtout, derrière, il y a autre chose. Moi, je dis que la République, là, est en train de recréer ce que l'ancien régime avait de pire. Les grandes féodalités, les grands féodaux. Pardon? Les grands barons, si vous voulez. Hein, voilà. Parce que, surtout avec un gouvernement faible, comme on a depuis en fait très longtemps en France, eh bien ces gens-là prendront de plus en plus de place, et donc l'unité nationale
qui est déjà très mal en point, en pâtira encore, et puis ça peut aller très loin. Bon, je sais bien que derrière, il y a l'influence allemande qui essaie de diviser toute l'Europe en Länder, quelque chose, faire un système à l'allemande pour toute l'Europe, hein, un fédéralisme européen fondé sur le système allemand, ce qui fait disparaître, peu ou prou, et assez rapidement finalement, la France, qui est... C'est facile en France de faire disparaître la France. Nous avons toujours eu une propension fantastique à nous chamailler. Propension fantastique à nous chamailler. Et il faut toujours quelqu'un au sommet dont la hantise soit justement de faire l'unité des Français. Alors quand on a des gens qui nous divisent, comme Mitterrand et puis les autres, hein, eh bien c'est dramatique pour notre pays. Je crois que la fonction principale du chef de l'État, c'est d'unir les Français, sans cesse et toujours. Il y en a d'autres, bien sûr, mais celle-ci est vraiment déterminante, et plus particulièrement dans une période comme aujourd'hui. Le bateau tangue énormément. Hein. Donc, ces régions, moi, je les vois d'un très mauvais œil. De plus, que ce soit les régions ou les départements, ne sont plus, à mon avis, je parle des conseils régionaux et départementaux, ne sont plus, à mon avis, adaptés aux besoins aujourd'hui des entreprises, à tout ce que nous pouvons faire par Internet pour apporter tous les éléments. La carte d'identité peut très bien arriver sur Internet chez nous, à la limite, j'exagère à peine, hein, on peut très bien faire ça. Hein. Voilà, avec tous les moyens que nous avons aujourd'hui, eh bien, moi, je considère qu'il faut, et pour les raisons que j'ai tout à l'heure, économie d'abord, économie et unité nationale, je dis qu'il faut supprimer les conseils généraux, départementaux et régionaux. Et on ne fait que des mairies. Par contre, il faut redonner du pouvoir aux maires locaux, par exemple aux maires de communes rurales, auxquels la loi Notré, je crois, est en train de les... Enfin voilà, ils en ont de moins en moins, là, les maires ruraux. La tendance est à supprimer les communes rurales, tout ça pour des affaires de gestion. Attendez, il n'y a pas que la gestion dans la vie. Hein. Je me souviens de la tempête de 99, dans cette région, ici, elle a fait beaucoup de dégâts. Et dans la nuit, aussitôt après la fin de la tempête, qui était sur le terrain? Les élus. Les élus de chaque commune, ils étaient sur le terrain. Et quand on n'aura plus que 10 000 communes en France, c'est pas possible un truc comme ça. La solidarité locale, la connaissance locale, surtout dans les temps qui éventuellement peuvent venir de grandes tensions, frisant la guerre civile, c'est extrêmement important. Moi, je considère, j'affirme qu'il faut renforcer considérablement le pouvoir du maire de commune rurale. Voilà. Hein. On supprime les conseils régionaux et départementaux et on fait quatre systèmes de communes, la commune rurale, la communauté de communes avec un maire élu et son conseil municipal, la ville et la métropole. Et au-dessus, il y a le président de la République. Ça suffit. Bien sûr, les élus nationaux, c'est évident. Hein. Voilà. Je crois que là, on y gagnerait énormément en clarté. On libérerait aussi beaucoup d'énergie en supprimant tous les doublons, tous les papiers qui circulent, ou Internet, etc. Alors bien sûr, vous me direz, il y a l'emploi des fonctionnaires. D'accord. Bon, il faut faire les choses doucement, parce que ces gens-là ne sont pas coupables de la situation du pays. Les coupables, il n'y en a que quelques-uns, en fait, hein, 4 ou 5. Hein. On ne va pas les nommer, tout le monde les connaît. Donc il faut faire les choses calmement pour ne blesser personne et puis pour que ça se fasse dans la sérénité. Mais je crois que ça, c'est un objectif important à poursuivre. C'était quoi le sujet suivant? C'est ça? Ah, j'ai fini. Bien, maintenant je me livre à vos questions, si vous en avez, complètement disposées. N'oubliez pas une chose. La semaine dernière, il m'a été demandé au cours d'une conférence, excusez du peu, ce que je ferais contre les ragondins. Si j'étais président de la République. J'exagère à peine. Non, j'exagère pas. Hein. Alors, là, il y a des gens en France à qui il est difficile d'expliquer que le président de la République, il a autre chose à faire que de s'occuper des ragondins, quoi. Voilà. Alors, de même, le président de la République n'est pas un ministre de la Défense, n'est pas un ministre de la Culture, président de la République. Comment je conçois le rôle du président de la République? Ça, c'est intéressant. Pardonnez-moi, on n'a pas d'exemple depuis Pompidou. Hein.
On n'a pas d'exemple déterminant depuis Pompidou. François Mitterrand, j'ai dit tout à l'heure, c'est un diviseur. On parle toujours de son côté hiératique, etc. Monarque. Ok, d'accord, mais à part ça, il divisait les Français. À part ça, c'est quand même sous son premier septennat qu'on a vu revenir la pauvreté, en particulier dans les villes. Les SDF, il n'y en avait pas avant 80. Hein? Bon, il n'est pas le seul responsable, il y a le pétrole, tout ce que... D'accord, d'accord. N'empêche que... Bien. Et puis ensuite, on n'a pas eu de chef. Je suis désolé, il n'y a pas eu de chef. Bien. Alors, un chef, c'est quoi? Un chef, c'est quoi? En France, en particulier. C'est mission, principale mission. Je disais tout à l'heure, il y a d'abord la mission d'unir sans cesse les Français. Ça, c'est vraiment très important, surtout qu'aujourd'hui, nous sommes extrêmement divisés et la fragmentation s'accentue. Et a tendance à s'accélérer. Ça a tendance à s'accélérer. C'est l'engrenage psychologique dont je vous parlais tout à l'heure. Là, c'est très important, c'est la mission prioritaire du prochain chef de l'État, et dans la durée, pour 50 ou 100 ans, et toujours, en fait. L'autre mission, bien sûr, j'ai oublié, il doit conduire l'État. C'est-à-dire, en fait, monsieur le Premier ministre, venez ici, vous allez faire ça, atteindre tel objectif, tel objectif, tel objectif. Dans 8 jours, revenez, dites-moi quelles sont les propositions que vous me faites. On choisira ensemble. Mais ça, c'est l'affaire du Premier ministre. Et lui, ensuite, eh bien, c'est conduire la nation pour l'avenir. Aujourd'hui, le long terme en France, je dis bien aujourd'hui, samedi 22, je crois, peu importe, 23 avril, aujourd'hui, le long terme en France, c'est la présidentielle, c'est 1 an. Comment voulez-vous gouverner un pays avec 1 an de visibilité? Le chef de l'État, j'aime beaucoup la phrase de Golda Meir, c'est bon pour un politicien que de penser à la prochaine élection. Un homme d'État, il pense à la prochaine génération. Voilà, c'est le long terme. Et aujourd'hui, je le dis souvent, les grandes lignes du XXIe siècle, on les connaît. On les connaît. Et simplement, on ne sait pas ce que sera le XXIe siècle, parce que ça dépend de ce que feront les hommes, en particulier les chefs d'État. Aujourd'hui, étant donné ce que moi je prévois pour le XXIe siècle, eh bien pour nous, soit on redémarre, soit on crève. Très clairement. Et aujourd'hui, on ne peut plus se permettre d'avoir des chefs d'État qui ne sont pas des chefs. Voilà. Donc, il prépare l'avenir. Pour préparer l'avenir, il doit être ancré dans le passé, avoir une connaissance le plus précise possible, mais surtout mûrie, méditée de l'histoire, de la culture nationale et de l'Europe, et au-delà, du monde. Il doit avoir une connaissance aussi parfaite et sans œillère, sans idéologie, du présent. Il doit voir les grandes lignes de l'avenir, en particulier démographique, ça, pour ne parler que de ça. Et puis à partir de là, il doit dire, bon, ben, il faut aller par là, il doit orienter la nation. Il est élu pour cela. Pour cela, pas pour gérer le quotidien, pas pour aller porter des croissants à Julie Gaillet. Il est élu pour cela, pour conduire la nation. Ça peut lui coûter son élection, mais c'est ce qu'a fait Schröder. C'est ce qu'a fait Schröder en Allemagne. C'est un chef d'État, lui. Enfin, c'est un chancelier. Voilà. C'est bon? Il faut que je conclue, voilà. Madame, elle me dit qu'il faut conclure. Bien maintenant, si vous voulez, vous me posez les questions que vous voulez. Je suis à votre disposition. Vous ayez pris cette initiative pour notre pays. Je suis content d'être là. Et je voulais vous poser une question sur ce qui me préoccupe moi, ce qui m'apparaît du grand public pas connu, c'est notre politique financière. Bon, notre politique financière qui, j'ai commencé à m'en inquiéter il y a 1 an ou 2 parce que j'y connaissais rien, j'y comprenais rien, mais je trouve que c'est peut-être aussi grave que les événements qui se passent, parce que les événements qui se passent, on les voit, on a encore les moyens de les neutraliser. Cette politique financière qui fait que la création monétaire est dans les mains de banquiers privés, qui fait que notre pays est en dette, que tous les pays du monde sont en dette, que cette dette est tellement grosse qu'on en est arrivé à voter en catimini à Bruxelles un texte qui permet
de se servir sur les comptes bancaires des uns et des autres pour renflouer la dite dette à des gens privés sur de l'argent qui n'existe pas, de l'argent virtuel, mais c'est une arnaque colossale. C'est une arnaque colossale, en plus en le faisant sans le dire, je veux dire, parce que personne n'est au courant, très peu de gens. Les économistes le savent, mais ils n'ont pas la parole à la télévision pour nous le dire. Alors, grâce effectivement à Internet aujourd'hui, si on est un peu curieux, en général, je suis un ancien de la DPSD, c'est peut-être pour ça que je suis curieux, hein, mais je ne m'occupais pas d'économie, donc j'ai dit je vais mettre mon nez dedans. Voilà. Et là, je trouve que, si vous voulez, si j'écoute ces économistes, on va à la catastrophe. Oui. On va à la catastrophe. Alors, il compare ça à une avalanche qui fait que ça peut se déclarer demain, dans 5 ans, dans 10 ans. Ça me paraît urgent de changer ça dans un projet présidentiel, qu'on redonne la possibilité à l'État de refaire sa monnaie, oui. Pas de laisser des banquiers... Mais vous faites la réponse aussi, alors. Bon, vous vous doutez bien que, spécialiste des opérations spéciales, je ne suis pas un spécialiste de la finance. Ceci étant, depuis quelque temps, elle me donne des mots. Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais. Elle me donne des maux de tête, elle ne m'empêche pas de dormir parce que j'y travaille énormément. On en a parlé encore à Paris, c'est avant-hier, je crois. Non, hier matin. Je crois que le marasme actuel, il vient de plusieurs choses, évidemment. Et je suis tombé sur une vidéo d'une intervention de De Gaulle encore en 1966. Il hurlait quasiment contre le désir des Américains de déconnecter le dollar de l'or. Si bien qu'ils ont attendu sa mort, et 6 mois après, pour le faire. Hein. Et en catimini, quasiment, c'est Nixon. Hein, bien. Et là, ça a commencé à aller très, très mal. Ensuite, vous avez eu quand même la loi Pompidou, dont je ne me souviens plus, elle est 73, je crois, hein, et qui donc permet aux banques de faire de la monnaie. Bien. Oui, oui, c'est ça, il est Rothschild. Ouais. Et donc, on est aujourd'hui dans un système qui, en fait, tout est mis au service, j'exagère peut-être, mais je pense que tout le monde ici n'est pas spécialiste de la monnaie comme vous, encore moins que moi, moins que vous, apparemment, hein, donc il faut aller à l'essentiel, si je peux. Donc, aujourd'hui, on est dans un système qui est complètement pervers, je ne sais pas si ça va s'écrouler, beaucoup le disent, il y a beaucoup de cris d'alarme, c'est assez probable selon moi. Que faut-il faire aujourd'hui ? Dans un premier temps, je crois qu'il faut revoir l'euro. Je ne dis pas sortir de l'euro, c'est peut-être trop catégorique. C'est trop quoi ? Hein, c'est peut-être trop catégorique aujourd'hui. Hein, parce que nous sommes de tellement mauvais gestionnaires, nous travaillons, comment dire, nous dépensons tellement, de manière tellement anormale en France que nous ne sommes plus crédibles vis-à-vis de qui que ce soit dans le monde. Hein. Je crois qu'il faut commencer par remettre de l'ordre dans nos finances et ensuite nous pourrons, ayant retrouvé une crédibilité, nous pourrons revoir l'euro. Que la Banque Centrale Européenne soit indépendante, pour moi, on marche sur la tête. Mais l'Europe elle-même, votre question inclut aussi la construction européenne. Elle est mondiale. Si oui, lorsque j'y verrai clair, je dirai clairement ce que je pense. Pour l'instant, je suis en phase d'étude, si je peux dire. Et oui, pardonnez-moi, je n'ai pas la science infuse, surtout. Hein. Je vais arracher mon texte. Je vous en parle parce que je vous suis depuis un moment. Je sais que vous avez abordé ces sujets avec M. Jovanovic, entre autres. Bon, mais s'il n'y avait que lui qui disait, vous voyez, il y a plein d'autres gens qui le disent. Si c'est lui qui le dit, on dit, bon, il est dérangé, ou il rêve. Je veux dire qu'il y a des économistes canadiens qui le disent, ouais. Il y a des économistes américains qui le disent. Alors, bien sûr, il y en a qui le disent pour des raisons financières. Il faudrait laisser la parole à d'autres aussi. Oui, hein, tout à fait. Hein, non, mais donc, je vais essayer de terminer. Je vais absolument dire ça. Merci beaucoup. Très honnêtement, pour l'instant, dans mon équipe, de la centaine de personnes à Paris, les avis sont assez divergents. Et nous consultons énormément. Et des gens qui s'y connaissent. Des gens qui s'y connaissent vraiment.
Mais ce que je constate, c'est que dans le panel politique d'aujourd'hui, les choses sont très tranchées, mais pas forcément suffisamment réfléchies, d'un côté comme de l'autre. Je ne suis pas particulièrement attaché à l'euro, le retour au franc me ferait plaisir, mais est-ce que c'est aujourd'hui pertinent? Est-ce que c'est la solution à ce problème? Voilà. Est-ce que on a parlé hier matin de refonder notre monnaie sur l'or. Et là, il y avait un docteur en finance qui nous disait qu'il faut absolument refonder notre monnaie sur l'or. Moi, je suis a priori très favorable à cela. A priori très favorable. Mais un autre, qui lui aussi n'est pas une cloche en finance, me disait, attendez, c'est difficile. Bon, voilà. Donc, moi, personnellement, je penche de ce côté. Je penche de ce côté. Sachant que, en particulier grâce à Sarkozy, on a beaucoup moins d'or. Il les a vendus aux États-Unis à un moment où les taux étaient très bas. Donc, là aussi, c'est une affaire à prendre en compte. Je crois que je vais m'arrêter là, parce que... Voilà. Autre question. Monsieur. Pardon? Il y a quelque chose qui préoccupe beaucoup les Français, et surtout pour nos jeunes, c'est l'emploi. Oui. Les délocalisations, qu'avez-vous l'intention de faire? J'ai commencé à l'aborder tout à l'heure. Hein. J'ai commencé à l'aborder tout à l'heure. Je crois, voyez-vous, que si il y a diverses directions, bien entendu. La première chose, si on libère les énergies, qui crée l'emploi en France? Ce sont d'abord les énergies. Ensuite, il y a peut-être lieu de revoir l'emploi et, qu'est-ce qui est important? L'emploi ou le travail personnel qui produit, hein, parce que l'emploi, on dépend de quelqu'un. Hein. Peut-être a-t-il lieu aussi de favoriser, par exemple, les entreprises unipersonnelles ou ces choses-là qui ont l'air de prendre aujourd'hui en France. Hein. Bien, de toute façon, libérer les énergies, c'est une première chose. La deuxième, c'est il est à mon avis tout à fait certain. D'abord, il ne faut pas signer le TAFTA, pardonnez-moi à ceux qui ne savent pas, là, c'est le traité de libre-échange entre l'Amérique du Nord et puis nous. Hein, on va se faire bouffer. On va se faire bouffer. Hein, on va se faire bouffer. Donc, il ne faut pas le signer. Et s'il est signé, moi, je fais un référendum pour le supprimer. Un référendum. Parce que ce sera la nation qui s'engagera. Hein, et pas uniquement pour le TAFTA. Pas uniquement supprimer le TAFTA. Donc, il ne faut pas faire ça. Il est certain aussi qu'il faut rétablir des formes saines de concurrence avec les pays à bas coût. La Chine n'est plus un pays à bas coût, apparemment. Hein. Les coûts du travail en Chine montent énormément. Hein. Mais il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres, par exemple, au Maghreb, au Mashrek, en Afrique. Hein. On ne peut pas développer ces pays-là au détriment des Français. Comment? C'est ce qui est fait jusqu'alors. Mais c'est ce qui est fait aujourd'hui. Donc là aussi, il faut revoir. Il y a certainement quelque chose à faire, par exemple la TVA sociale. Je crois que c'est ça qui est dans l'air. On en parle, mais personne ne le fait. Au contraire, on continue dans ce libre-échangisme mondial qui, à mon avis, va faire des drames. Et pas uniquement en France, hein, ça sera dans le monde. Hein. Aux États-Unis, dans certains coins, il me semble-t-il, ils ne sont pas loin de la guerre civile. Hein. Il y a des combats entre milices armées privées et puis les forces de l'ordre. À l'arme, aux armes. Hein. Donc c'est une situation qui n'est pas que française. Et dans d'autres pays, c'est pire. Et je crois que, revoir dans ce sens-là, ça devient une nécessité aujourd'hui. Ça devient une nécessité. Bien, je n'irai pas plus loin, parce que là aussi on y travaille énormément. Hein, ça vous suffit peut-être? Oui, il y a que au niveau des localisations. Oui, les délocalisations. Mais il faut au contraire trouver les moyens d'inciter les gens à relocaliser en France. Mais le problème, c'est l'Europe. Le problème, c'est l'Europe telle qu'elle est organisée. Alors on passe sur autre chose. On passe sur l'Europe. Mais oui, mais pour moi, le chômage, oui. C'est lié aussi à ça. Mais bien sûr. La délocalisation. Bon, et ouais. Les chefs d'État maintenant, les chefs d'État de l'Europe, qu'est-ce qu'ils ont à gérer? Le budget, ils ne l'ont pas. Mais madame... Ils ont la justice, mais... Non, madame, l'Europe, telle qu'on l'a construite, elle va se casser la figure. Eh bien oui. Elle va. Survivra-t-elle d'ailleurs au moment de l'élection présidentielle de 2017? Moi, j'en suis pas certain. On essaie en ce moment de sauver Schengen. Je ne suis pas sûr que ça réussisse avec la prochaine vague de migrants. Hein, tout va mal. Bon, tout va mal. Ceci étant, tout va mal pourquoi? Parce qu'en Europe, il n'y a pas eu un vrai chef d'État européen depuis 50 ans.
Ils sont tous plus ou moins affiliés aux Américains. Quand je dis aux Américains, c'est à Washington. Ce n'est pas aux Américains. Le peuple américain, il n'est pour rien, lui. Il a encore moins de pouvoir sur la politique de son pays que nous sur la nôtre. Encore moins. Hein? C'est Washington. Bien. Et je ne suis même pas certain que le président des États-Unis lui-même ait vraiment tous les pouvoirs. Bon. Mais ça, il ne faut pas entrer dans le complotisme non plus. Donc, ce qui nous manque en Europe, ce sont des vrais chefs. Et des chefs globaux, si je peux dire. Aujourd'hui, on a des gestionnaires. Il y a de très bons gestionnaires en Allemagne, régulièrement. Hein, et puis en France, ils sont mauvais. Parce qu'ils pensent à se faire réélire. Non, il faut des chefs. Il faut des chefs qui pensent d'abord à leur pays et à l'Europe. Je suis un fervent de la construction européenne. Pas celle-là. Pas celle-là. L'Europe respectant la souveraineté des nations. C'est totalement important. Comment voulez-vous faire un mariage de force entre un Finlandais et un Grec? On marche sur la tête. Hein, et on en est là aujourd'hui. On veut faire des mariages de force entre des Finlandais et des Grecs. Ça ne peut pas marcher. L'Europe, elle continue dans son unification depuis tout le temps, depuis Charlemagne. Savez-vous qu'au XIIe, XIIIe siècle, en Europe, il y avait 1000 États indépendants. 1000. Aujourd'hui, il y en a une quarantaine. Et encore une fois, De Gaulle, où tout le monde va croire que je suis un fervent gaulliste, je préfère dire gaulien, hein, disait, mais il y a un mouvement naturel d'unification de l'Europe. Et je crois que c'est vrai. L'Europe, y compris la Russie. Y compris la Russie. Hein. Là, il faut cesser de dire que la Russie est notre ennemi. Elle n'est plus l'URSS. Nous avons beaucoup plus avec la Russie qu'avec les États-Unis. Surtout dans le XXIe siècle qui vient, avec tout ce différentiel démographique et économique avec l'Afrique en général et le Proche et Moyen-Orient, nous avons énormément d'intérêts en commun. Et aujourd'hui, je suis désolé, dans le monde, il y a combien d'hommes d'État? Combien d'hommes d'État? Il y en a un en Russie, puis ailleurs... Bon. Voilà. Hein. C'est l'homme fort de l'Europe, la Russie, aujourd'hui. Hein. Nous avons tout intérêt à nous lier, pas avec pas une fédération, mais enfin, faire un partenariat solide avec la Russie. Mais vous avez raison, l'Europe, telle qu'elle est construite aujourd'hui, agit aussi sur l'emploi partout. Sur l'emploi. Sur toute chose. Oui, mais même nos hommes d'État, qu'est-ce qu'ils peuvent faire vraiment? Mais si, madame, ils peuvent. Mais c'est en fait, l'Europe, ce sont les chefs d'État. Ils délèguent des pouvoirs à la Commission, etc. Ils n'ont qu'à les reprendre. Ah oui. Eh bien voilà. Ça, je suis d'accord. Eh bien voilà. Ah, eh bien voilà. Il y en a un qui a fait autrefois la politique de la chaise vide. Moi, ça ne me gêne pas du tout de faire la politique de la chaise vide. Et de dire, moi, l'Europe, cette Europe-là ne m'intéresse pas. Elle ne peut pas fonctionner. Il faut aller dans telle direction. Mais il faut construire l'Europe, mais pas celle-ci. Bon, on a dévié là, mais enfin, peu importe. Bon, ben, dans le principe gaulien, l'Europe de Brest à Vladivostok. Devrait quoi? De Brest à Vladivostok. Oui, mais... Dans le principe gaulien. Oui, mais je suis d'accord, mais il ne faut pas non plus la voir comme une fédération comme les États-Unis. Nous sommes de trop vieux peuples pour faire cela. Trop vieux peuple, il faut que chacun garde sa souveraineté, sa liberté, ses lois propres. Moi, je trouve inadmissible que les lois, les règlements européens prévalent sur les lois françaises, que la Cour de justice européenne soit le dernier recours. Moi, non. Peut-être dans 100 ans, mais faire ça à toute vitesse, à marche forcée, ça ne peut pas marcher. C'est du viol de souveraineté nationale. Et nous, notre pays en particulier, mais les autres, sont de trop anciens pays pour accepter d'être violés comme ça. On ne peut pas. Hein. C'est pour ça que cette construction européenne va se casser la figure. D'une manière ou d'une autre. Dans un an, il restera peut-être, et encore, l'euro. Et c'est pas sûr. Et c'est pas sûr. Quand on voit ce qui se passe en Allemagne autour de la BCE, c'est difficile. Hein. Voilà. On a dévié, mais je pense que... Monsieur, le CNT. Ça sera pour après, en général. D'accord. Dans un premier temps, je voudrais vous poser une question quasiment personnelle. Là. Si je peux. Bien sûr, certainement. Nous sommes tous ici réunis autour de vous par sympathie, par soutien, et j'irais même jusqu'à dire avec affection. Bon, c'est gentil ça. Certainement. Maintenant, avec monsieur qui est à côté de moi et qui a posé une question
concernant l'or, et j'y viendrai juste après, mais c'est en rapport avec cette question d'ordre personnel. La question, je me demande... Vous voulez savoir si j'ai de l'or? Non, pas du tout. Non, non, j'en ai pas. Si vous avez une bonne assurance vie. Ah. Et oui. Pourquoi? Si je reprends un tant soit peu quelques événements historiques, vous prenez Abraham Lincoln, vous prenez le président Kennedy, plus proche de nous, vous avez Muammar Kadhafi qui a eu l'outrecuidance de vouloir indexer le dinar sur l'or. Il y en a d'autres, mais pour les mêmes raisons, ils sont passés à patresse. À partir du moment où vous, général Tauzin, devenu chef d'État, et même avant que de l'être, d'avoir un tel projet, vous devenez une cible à abattre. Je me réfère notamment à un livre, celui de John Perkins, Les assassins financiers, Confession d'un assassin financier, même avec des gardes du corps rapprochés, un accident d'avion. Prenez récemment encore les 2 attentats contre Nigel Farage, qui est, voilà, ça c'est un point. Vous parliez du TAFTA, mais si je prends un exemple tout récent, le 18 avril, donc c'est il y a quelques jours, a été adoptée la directive sur le secret des affaires, ce qui grosso modo est déjà un prémisse au TAFTA, et d'ores et déjà, vous évoquez notre très longue amitié avec la Fédération de Russie. Eh bien, l'année dernière, par ce système, la Fédération de Russie a eu une amende à payer de 60 milliards de dollars pour cette raison-là. Et le TAFTA est en passe d'être signé. Donc voilà ce que je voulais, dans un premier temps, vous poser comme question. Je sais que le TAFTA est en passe d'être signé, mais si vous lisez ce deuxième livre, avec le bandeau bleu, j'envisage, non, oui, je prévois, au cas où, n'est-ce pas, je serai élu, trois référendums en même temps que les législatives de juin 2017. Le premier concerne une pause migratoire de longue durée, le temps qu'on se retrouve, qu'on sache de nouveau qui on est, qu'on établisse les règles du vivre ensemble, parce qu'il n'y en a plus. Hein, il n'y en a plus. Notre cohésion nationale est gravement atteinte. L'une des conditions pour la refaire est de faire une pause migratoire. Je n'ai pas dit interdire définitivement la migration, ça c'est autre chose. En plus que ça appartiendra à nos successeurs. Bien. Et le deuxième référendum concerne la souveraineté nationale, et en particulier le TAFTA. Et là, moi je compte, s'il a été signé avant la fin du mandat d'Obama, ce qui est prévu, moi je compte demander au peuple français, oui ou non, voulez-vous, dénoncer le TAFTA, en considérant que c'est une condition sine qua non de redémarrage de notre pays. Il n'y a pas que cela. Il y a aussi sortir du commandement militaire de l'OTAN. Il y a aussi, donc je le disais tout à l'heure, retrouver la souveraineté sur nos lois, sur notre justice. Tout ça. Voilà. Donc ça sera assez détaillé. Nous travaillons dessus. On n'a pas abouti. Mais il y a une équipe qui travaille dur dessus en ce moment. Donc voilà. Mais là, il faut bien savoir que si le TAFTA est signé maintenant, avant la fin du mandat d'Obama, et qu'on le dénonce l'an prochain, la liberté, elle a un coût. La liberté, elle a un coût. Pas uniquement le mien. Oui, je risque ma peau, mais je l'ai risqué comme un paquet de fois dans ma vie. Et puis, j'espère que dans quelques temps, il y aura suffisamment d'argent pour que j'ai au moins une garde rapprochée. Bon, c'est pas fait. Mais pour l'instant, je crois ne rien risquer parce que je suis un rigolo pour ces gens-là, quoique ça commence à changer. Mais c'est aussi la nation qui va risquer. Si on dénonce le TAFTA, vous croyez qu'ils vont se laisser faire en face? Donc il faut être prêt, il faut être fort. Il faut être fort. La liberté, elle a un prix. Il faut la vouloir et être prêt à payer ce prix. Ensemble, la nation. La prochaine échéance, mon général, c'est le mois prochain, au mois de juin, oui, avec le fameux Brexit. Oui, d'accord, mais écoutez, ça, le Brexit, pour moi, c'est l'Europe telle qu'on l'a construite qui est en train de se disloquer. Bon, certains disent que c'est une occasion pour redémarrer. Bon, peut-être. Bon. On entend tout en ce moment.
On entend tout en ce moment. Et ça foisonne en France d'idées, d'associations qui travaillent sur des choses comme ça, pas uniquement sur les ragondins, hein, mais sur des choses comme ça, d'un niveau beaucoup plus élevé. Ça foisonne. Bon, on verra bien. Il y a des gens qui disent qu'il faut recréer l'Europe carolingienne. Bon, d'accord, c'est facile à dire, recréer l'Europe carolingienne. Okay. C'est-à-dire la France, l'Allemagne, la Belgique. Bon, c'est facile à dire. Mais c'est-à-dire, en fait, qu'il faut avoir un nouveau projet européen, mais réaliste. Et le réalisme, c'est quoi pour l'Europe? C'est qu'elle est en phase de suicide. Le suicide, c'est là le véritable problème de l'Europe. Il est psychologique. Elle n'arrive pas à se pardonner les désastres humains qu'elle a provoqués au 19e et surtout au 20e siècle. Et donc, elle est aujourd'hui en train de se suicider démographiquement, culturellement, politiquement. L'heure est très grave, pas uniquement pour la France, mais pour l'Europe. Et nous ne pouvons pas quitter l'Europe. On peut pas. On fait partie du continent européen. Donc notre destin est lié à l'Europe. Donc il faut trouver un projet européen et dont la base est les bêtises de nos pères, ce n'est pas nos bêtises à nous. Je crois que c'est très important. Nous, on a déjà assumé les nôtres, hein, c'est pas mal. Hein, mais les Allemands qui n'arrivent pas à se pardonner la Shoah, enfin ça suffit maintenant. Ce sont leurs grands-pères qui ont fait ça. Il faut passer maintenant, il faut passer. Sinon, il n'y a pas d'avenir. Bon, j'ai un peu débordé, mais je crois que ça avait le coup d'être dit. Oui. Oui, bonsoir mon général. Ce qui me trouble dans votre discours, c'est que en fait, vous n'osez pas prononcer le mot de triple sortie. De quoi? Le mot de triple sortie. C'est-à-dire que en fait, vous parlez de ne plus faire partie de l'OTAN, donc il va falloir sortir de l'OTAN. Parce qu'on sait très bien que de toute façon, notre appartenance à l'OTAN nous amène à prendre des positions contre la Russie, ce qui n'est pas normal et ce qui n'est pas... Votre question. D'accord? Oui. La deuxième, c'est, vous voulez, il faut sortir de l'Union européenne, telle qu'elle est construite, puisque vous venez de dire que de toute façon, le bâtiment est fondé et comment dirais-je, bâti sur des mauvaises bases, donc il va falloir le casser. On ne refait pas une maison qui a des mauvaises fondations. Hein, oui. Ça serait beaucoup trop long. Et ensuite? Et la troisième chose, c'est que de toute façon, vous voulez reprendre le pouvoir, mais le pouvoir aujourd'hui est à Bruxelles. Il n'est plus au Parlement français. La loi El Khomri, c'est la loi qui est dans l'Union européenne, bon. Article 121. Okay. Et la dernière chose, vous dites au niveau de l'euro qu'il faudrait éventuellement penser à adosser par rapport à l'or. Mais l'euro n'est pas une monnaie française. Donc si on veut un jour revenir à un standard or, il faudra revenir au franc. Bon. Car de toute façon, on ne va pas déterminer la BCE qui aujourd'hui est en train de fabriquer des milliards de faux papiers. Ouais. Des milliards de fausses monnaies. Bon, je peux répondre hein, sur ces trois sorties. Je crois qu'il faut sortir du commandement militaire de l'OTAN et essayer de transformer l'OTAN. Ça, c'est pas gagné. Hein. Ah mais non, c'est pas gagné. L'OTAN est devenue une machine de guerre, qui crée des guerres. Oui. Qui crée des guerres. Oui, d'accord. Hein. Ce n'est pas nos guerres, c'est celle de Washington. C'est bien ce que je veux dire, c'est bien ce que je dis, monsieur. Hein. Ce ne sont pas nos guerres, et encore une fois, De Gaulle disait, quand la France fait la guerre, il faut que ce soit sa guerre. Et c'est évident. Mais il n'avait pas quitté l'OTAN, parce que c'était une autre époque. Aujourd'hui, l'OTAN, moi, dans les années, quand j'étais encore officier, en activité, je veux dire, après la chute de l'URSS, j'étais l'un de ceux qui préconisaient la disparition de l'OTAN. Ça n'a pas été retenu, bon, j'étais qu'un petit colonel, hein, ça n'a pas été retenu. L'OTAN existe toujours. En général, l'OTAN a été créé contre le pacte de Varsovie. Le pacte de Varsovie a été détruit. Je sais. Il n'y a pas de raison que l'OTAN... Mais je sais bien, monsieur, mais c'est pour ça que je proposais la suppression de l'OTAN. C'est pour ça que je proposais la suppression de l'OTAN. Hein. Donc, il n'y a plus d'ennemis, donc l'OTAN ne se justifie plus. Mais l'OTAN a été conservée. Bien. Et aujourd'hui, c'est devenu une machine de guerre, pour faire la guerre. Parce que les États-Unis, qui ont perdu la domination suprême dans le monde, veulent garder l'empire du monde. Et autrefois, ils le faisaient avec tout simplement ce qu'on appelait la Pax Americana, c'est-à-dire en maintenant des troupes à droite, à gauche, avec des traités, etc. Aujourd'hui, pour maintenir leur empire, il faut qu'ils divisent. Et donc, c'est l'engrenage de la guerre. Bien. Donc, moi, ce que je considère, c'est que ce que je souhaiterais, et je constate que c'est aussi
la position de Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe. Faire entrer la Russie dans l'OTAN et transformer radicalement l'OTAN pour pacifier Afrique, Proche et Moyen-Orient, parce que les vrais problèmes, ils sont là, pour le XXIe siècle, entre eux et nous. Bien, donc, et si ça ne marche pas, si Washington ne veut pas, eh bien on quitte l'OTAN. Mais d'abord, essayer de les amener à changer leur politique, parce qu'elle est grave pour la paix du monde. Bon, qu'ils aillent se friter aux Chinois, c'est leur problème. Mais si nous, on est au commandement militaire, on ira aussi. Et ça, c'est pas normal. Mais si on n'est pas dans le commandement militaire, on n'ira pas. C'est clair? Et ensuite, il faut donc essayer de transformer l'OTAN de l'intérieur. Pour l'autre, oui, vous dites encore une fois, comme madame tout à l'heure, qu'on a tout donné à Bruxelles. Mais il suffit de le reprendre. Mais enfin, ça suffit. Nous, on fait un référendum, hein, et puis même, à la limite, moi, je n'ai pas besoin de référendum, je dis, ça sera comme ça. Voilà, on ne pliera plus devant Bruxelles. Alors, écoutez, les agriculteurs ici le savent, hein, les normes de Bruxelles, elles sont appliquées à minima dans tous les pays européens, et on les durcit pour nous en France. Mais c'est parce qu'on le veut bien. C'est parce que nos gouvernants le veulent. Mais ça suffit. Il faut changer de gouvernant, avoir des gens qui ont quelque chose dans le ventre, et qui décident, et qui s'intéressent d'abord à la France. Parce que c'est leur première mission de s'intéresser à la France. Hein. Mais il suffit de le vouloir, mon cher monsieur. Ah, c'est risqué. Non, mon général, vous obéissez aux ordres. À qui? Vous obéissez aux ordres. Vous avez toujours... Ben non, maintenant je n'obéis à plus personne. D'ailleurs, j'ai toujours été incommandable, je suis désolé. Hein. J'ai été puni à tous les grades. Bon. Mon père ne le savait pas. Vous êtes quand même arrivé général. Mais ce n'est pas légal. De quoi? Que nous sortions de l'Europe. Mais ça sera légal si le peuple français le décide. Je suis désolé. De toute façon, les peuples, on voit bien qu'ils ne sont pas heureux comme ça. Mais madame, bien d'accord, mais reprenons notre souveraineté, au moins celle-ci, hein, faisons-le à moindre frais, c'est-à-dire sans créer de dégâts plus que ce qu'il y a, et en ayant aussi à cœur de proposer un vrai projet européen. Les peuples européens ne sont pas heureux, vous le dites vous-même, hein, il y a de plus en plus de dissensions, mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas un projet européen. Je crois que c'est absolument nécessaire d'avoir un projet européen, mais pas celui-ci, de toute façon il va se casser la figure. Le référendum de Lisbonne, 55% de Français contre. Mais on le sait tous, ça, monsieur. On le sait tous. Alors, une autre question. Et l'euro? Mais on a parlé tout à l'heure de l'euro. Pas suffisamment, jamais suffisamment. En général, bonjour. Bonjour. Les gens qui nous dirigent sont tous majoritairement issus de l'ENA. Si vous êtes élus, qu'est-ce que vous pensez faire de cette belle école? Je ne pense pas suivre la scolarité de l'ENA. Connaissance du fonctionnement européen, en fait, qui prend les décisions, c'est nos chefs d'État, Exactement. Exactement. les ministres, ce qui fait qu'on peut très bien revenir sur une Mais décision. exactement. Pour rejoindre, Vous appuyez ce que vous disiez. Vous appuyez ce que je dis. Voilà. Bien, je crois. C'est Bruxelles qui commande, c'est. Mais bien sûr, mais simplement. Bon, je vous suggère un livre qui vient de sortir très récemment, Les pilleurs d'État. Vous y trouverez des quantités de choses qui expliquent notre situation. Les pilleurs d'État. Remarquable. Et ça fait mal. Alors, je voudrais terminer en vous disant que, d'abord, bien sûr, merci d'être venu, mais surtout sur cette aventure dans laquelle je suis, j'ai oublié de vous dire au début que ce que j'ai constaté aussi sur la longue durée, c'est pas sur 50 ans, c'est sur des siècles, c'est que peu à peu, on s'est laissé, mais ça a été par petites touches, nous sommes partis dans une politique qui asservit l'homme. Les plus anciens connaissent l'expression chair à canon. L'un des plus, l'un de ceux qui a le plus, s'est plus servi de la chair à canon, c'est Napoléon. Et ensuite, ça a été l'asservissement au fric. Et c'est l'asservissement de plus en plus. En fait, nous sommes dans un cycle qui asservit l'homme, asservit les peuples. Ah bon, je ne voudrais pas donner dans le complotisme, parce que les complots, il y en a eu tout le temps dans l'histoire. Tout le temps dans l'histoire. Il faut arrêter de se focaliser là-dessus. La faute, elle est chez nous et en nous. Et donc, si vous voulez, le fond de
doctrine politique, si je peux parler de doctrine, c'est qu'il faut vraiment inverser le problème, inverser l'affaire. Tout doit être mis au service de l'homme, de l'être humain, dans la famille, au service de la nation, de leur développement. Je crois que c'est ça qui est fondamental. Alors ça ne se fera pas en 15 jours, ça ne se fera pas en 5 ans. C'est un processus qu'il faut lancer et qui durera, et qui doit durer, et qui doit se développer, se mettre en place sur les siècles.